Majorité présidentielle. Pendant les élections, Joseph Kabila sera le chef de la majorité présidentielle. Et puisque nous avons l'intention de gagner les élections, après les élections, Joseph Kabila sera le chef de la majorité présidentielle. Aujourd'hui. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Notre communication de ce jour va s'articuler autour de la lecture de la récente déclaration du président français Emmanuel Macron, ainsi que de l'agitation que suscite dans divers milieux hors de notre pays et de notre région l'approche des élections générales en République démocratique du Congo. En observateur averti que vous êtes de l'actualité tant nationale qu'internationale, je suis fondé de croire que les controverses, le malaise, voire la colère, ainsi que les interrogations exprimées par bon nombre de Congolais à la suite des propos subliminaux et, disons-le, pleins d'ambiguïté tenus le 23 mai dernier par Monsieur le Président de la République française lors du point de presse qui a sanctionné la visite effectuée dans son pays par le Président de la République du Rwanda, par ailleurs Président en exercice de l'Union africaine, n'ont pas glissé sous la carapace de votre indifférence. Il est donc bon que nous puissions en parler. Le gouvernement congolais a été également surpris par ces propos. Il ne pouvait en être autrement. Et c'est ce qui explique que durant le week-end dernier, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, a convoqué 3 chefs de mission diplomatiques, celui de France, celui du Rwanda et celui d'Angola, pour obtenir des clarifications et des explications en rapport avec la dite déclaration relative à une initiative qui aurait été prise par les 2 chefs d'État africains sur la République démocratique du Congo, initiative dont les autorités de la République démocratique du Congo n'auraient pas été partie prenante. Voilà, la question est ainsi posée en ces termes, aux 3 pays, et nous attendons la réponse. Pendant que nous attendons les explications de ces 3 partenaires à ce sujet, le gouvernement, par ma voix, tient à faire la mise au point ci-après, afin de fixer l'opinion nationale. En liminaire, il sied de rappeler que l'égalité souveraine des États, proclamée par la Charte des Nations Unies, est un principe intangible, un horizon indépassable des relations internationales et un dénominateur commun dans les relations entre tous les États de la planète. En vertu de ce principe, ainsi rappelé, aucun État n'a le droit de s'arroger unilatéralement ou par des arrangements ou des alliances particulières quelconques une responsabilité sur le destin d'un autre État. Cela doit être clairement entendu. Ceci étant dit, nous saisissons cette occasion pour redire à l'intention de tous les nostalgiques de l'ordre colonial que le péché originel fondateur de l'État indépendant du Congo, en 1885 et par la suite, durant la période des conquêtes barbares, et qui a voulu réduire notre pays au rang d'un simple comptoir des matières premières ou en un pandémonium de quelques grandes puissances de l'époque, avec
le droit de préemption sur le territoire de l'actuelle République démocratique du Congo pour certaines de ses puissances, ce péché originel donc, nous pensons qu'il a été expié depuis par le sang et le sacrifice de nos martyrs et de nos héros, qui, à l'instar d'un Patrice Emery Lumumba, ont payé le prix le plus élevé pour que l'on puisse imaginer que l'indépendance et l'autodétermination du peuple congolais soient à considérer comme de simples figures de style. Les connivences, les combinaisons et les tentatives de dépossession des Congolais au profit des groupes d'intérêt extérieurs dans le but de promouvoir des besoins stratégiques de groupes d'influence en intelligence avec des prédateurs notoires, dont certains ont par ailleurs déchiré, vous le savez, de manière ostentatoire et sans sourciller, le brevet de la démocratie dans leur propre pays, ne saurait en aucune manière nous intimider ou avoir raison de notre détermination à poursuivre le combat engagé par notre peuple pour prémunir notre pays contre leurs intérêts voraces. Mesdames, Messieurs de la presse, la République démocratique du Congo est jalouse de sa souveraineté. Elle ne laissera personne, État ou groupe d'intérêt, en Afrique ou hors d'Afrique, s'ingérer dans ses affaires intérieures et se substituer au peuple congolais pour décider de son devenir. Le scénario écrit depuis des lustres nous est connu par avance. À chaque époque où notre peuple s'efforce de se doter des atouts nécessaires pour sortir de la logique accidentelle de l'histoire, qui veut le maintenir dans ce rôle de colonie d'une certaine communauté internationale, il ne manque jamais des nostalgiques de la loi de la jungle pour rééditer des épisodes sanglants d'un passé révolu, pour justifier leur volonté atavique de sacrifier la souveraineté de notre pays sur l'autel des intérêts qui sont aux antipodes de ceux du peuple congolais, en se parant des oripeaux de quelques principes cyniquement sélectionnés du droit international. Ainsi, depuis peu, quelques illusionnistes qui prétendent vouer un amour débordant et sans limite pour le peuple congolais ont un nouvel alibi, celui du processus électoral. Le processus électoral qu'ils ont décrété, on ne sait trop sur quelle base, notre peuple incapable de conduire seul à bon port et pour lequel il doit être aidé par eux. C'est un prétexte fallacieux, un prétexte qui est devenu la nouvelle fenêtre d'opportunité ouverte qui leur donnerait ainsi le droit de fouler aux pieds tous les principes, aussi bien juridiques que moraux, au point d'absoudre les péchés des pillards, d'en faire des alliés, de magnifier leurs vitrines dans lesquelles ils vont du reste s'approvisionner allègrement. Au demeurant, ces nouveaux conquistadors, appelons-les ainsi, maquillent leur croisade dans une propagande nauséabonde, car ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de dire qu'une élection n'a pas nécessairement pour vocation de mettre fin à un type de gouvernance, surtout lorsque celui-ci continue à bénéficier d'une onction populaire chaque jour renouvelée, comme c'est le cas en République démocratique du Congo. Une élection reste un moment d'offre politique pour permettre en toute conscience à un peuple de se choisir des dirigeants, tout simplement.
Tel n'est pourtant pas l'entendement de ces prestidigitateurs si l'on met en parallèle certaines déclarations belliqueuses récentes d'un diplomate retraité américain qui tente ces dernières années de se recycler laborieusement dans des activités de lobbying stipendié auprès du plus offrant et qui n'aurait pas mis des gants pour dessiner l'avenir immédiat de notre pays et qui a annoncé des attaques contre notre pays par certains pays voisins. On ne sait sur quelle base. Dans tous les cas, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une énième manifestation de cette espèce de pulsion convulsive qui consiste à renvoyer de manière frénétique et systématique la République démocratique du Congo dans un monde des ténèbres, car la prospérité et la paix dans ce pays, la République démocratique du Congo, serait synonyme de frein à la boulimie des prédateurs de ces richesses et à ceux qui leur servent de chevaux de Troie sur le continent africain. Mesdames et messieurs de la presse, ceci dit, il importe que le peuple congolais, malgré quelques divergences, somme toute passagères, vous le verrez, prenne définitivement conscience que son bonheur se trouve entre ses propres mains et pas entre les mains des autres. Dès lors, les messes basses et les complots à ciel ouvert contre la souveraineté de notre pays, tout comme la propagande des marchands d'illusions qui se drapent dans une espèce de compassion propre à tout prédateur, devrait interpeller la conscience de tout Congolais digne de ce nom et faire l'objet d'un questionnement de votre part. Un questionnement à plus d'un titre afin de définir ensemble les stratégies destinées à contrer tous les charognards qui prétendent se pencher sur le chevet de notre pays dont ils veulent faire un patient endémique en attendant sa mort pourtant programmée pour remplir les assiettes de leur festin. À l'intention des pays frères africains qui croient tirer leur épingle du jeu en participant d'une façon ou d'une autre à des projets de déstabilisation de leurs voisins par certaines puissances non africaines qui veulent, contre toute évidence, faire admettre qu'on peut apporter la démocratie par les canons, nous disons qu'il n'y a rien de nouveau dans ce jeu malsain qu'on tente de leur faire jouer sous nos tropiques. Le défunt président zaïrois, le maréchal Mobutu, s'y était prêté en son temps, souvenez-vous, en offrant il n'y a pas si longtemps, depuis notre territoire, des facilités pour aider à imposer le maintien de l'Angola dans le giron occidental, au plus fort de la guerre froide. Souvenez-vous, il a aussi permis l'installation de bases militaires au nord-est de notre pays, dans l'actuelle province du Haut-Ouélé. S'il y a aujourd'hui un aéroport macadamisé à Isiro, c'est le fruit de cette politique pour la partition du Soudan, qui a résulté in fine à la véritable boucherie humaine actuelle au Sud-Soudan, qui évidemment n'intéresse plus ceux qui ont patronné la partition de ce pays voisin. On se souvient également que le maréchal avait même envoyé la fine fleur des forces armées zaïroises de l'époque intervenir aux côtés d'un des belligérants dans le conflit rwandais au début des années 90, qui a dégénéré avec le génocide de 1994, de triste mémoire. Tout cela dans l'espoir naïf de tirer une quelconque rétribution substantielle pour lui-même et pour son régime.
on sait de quelle manière il a été jeté, tel un Kleenex, dans les poubelles de l'histoire, après avoir été usé, utilisé par ceux-là même qui lui faisaient croire qu'il était leur partenaire de prédilection. Mesdames, Messieurs, ces expériences malheureuses, très récentes, devraient inspirer la génération actuelle des dirigeants africains à comprendre ce qui suit. Premièrement, les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Deuxièmement, la République démocratique du Congo, tout comme certains autres pays africains ici et là, connaissent certes des problèmes, mais aucune solution importée du dehors de leurs frontières ne pourra y apporter des réponses durablement favorables à leur peuple. C'est ce que Patrice Emery Lumumba, d'heureuse mémoire, nous a inculqué en insistant pour que l'histoire de l'Afrique soit écrite en Afrique, que l'histoire du Congo soit écrite au Congo, par les Africains, par les Congolais, et non à Bruxelles, à Paris, à Londres ou à Washington. Troisièmement, les pays africains qui se hasarderont à servir de tête de pont ou de sous-traitants à des stratégies extérieures hostiles à la République démocratique du Congo, élaborées ailleurs, seront toujours payés en monnaie de singe, en plus de la résistance farouche du peuple congolais à laquelle ils devront s'attendre, parce que nous en avons maintenant les moyens. Quatrièmement, l'Union africaine et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs sont les seuls cadres de concertation et d'élaboration des politiques communes aux États membres. Il ne serait pas de bonne politique de s'en servir comme instrument à la disposition des intérêts particuliers de ceux que nous, États membres de ces organisations régionales et sous-régionales, désignons pour coordonner le temps d'un mandat nos actions au nom et pour le compte de tous les 10 États membres, et pas au nom et pour le compte de leur propre région. Plaise au ciel que la position sur la situation en République démocratique du Congo, dont a parlé le président français, soit celle définie par ces organisations régionales et sous-régionales, en plein accord avec la République démocratique du Congo elle-même, qui de ce fait ne pourra que la soutenir, et non pas celle particulière aux 2 États membres cités par M. le Président Macron dans sa déclaration. Si tel n'est pas le cas, le peuple congolais s'assumera, comme par le passé, car la sagesse africaine nous apprend, je vous le répète, je vous l'avais dit ici une fois, que si l'on voit un lion débordé de gentillesse à l'approche d'un troupeau de brebis, il faut s'en méfier, car cela n'est pas l'expression de l'amour qu'il éprouverait envers le troupeau, mais plutôt celle d'un appétit vorace, dissimulé derrière un simulacre de compassion qui cache mal sa réputation de prédateur. Et lorsqu'un prédateur se met à jouer au vigile ou au protecteur dans la proximité de la bergerie, il revient au berger de redoubler de vigilance. Les Congolais ont donc tout intérêt d'aiguiser davantage le sens de leur patriotisme pour ne pas retomber dans ce piège de l'allégorie du lion. Ici, le piège de ceux qui, depuis certaines capitales occidentales, font semblant de jouer au médecin perpétuel au chevet de leur patient éternel, la République démocratique du Congo.
Voilà la communication que j'avais à vous faire au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, nous passons directement à notre deuxième. Qu'est-ce que vous reprochez exactement au président français? Parce que nous avons suivi ses propos. C'était un peu de propos, on peut dire nuancés, des propos diplomatiques. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Qu'est-ce qu'il a dit qui fâche les autorités congolaises? Deuxième préoccupation, c'est en rapport avec ce qu'on lit en passant par certaines artères de Kinshasa. On voit, il y en a qui parlent du troisième mandat du chef de l'État. Puisque vous parlez des élections, lorsqu'on ne va pas plus loin de nous qu'ici à Brazzaville, Sassou Nguesso a changé la constitution, il y a eu référendum au Rwanda, au Burundi. Est-ce que la majorité présidentielle ne serait-elle pas tentée à faire un passage en force pour accorder un troisième mandat au chef de l'État? Le président français, M. Macron, nous avons posé une question. Et vous avez le droit de savoir quelle question nous avons posée. L'ambassadeur a été reçu, je pense, samedi. Vous devez savoir qu'est-ce que nous avons posé comme question. Et donc nous attendons la réponse. La question consiste à savoir ce qui a bien pu être dit entre lui, parce qu'il en a parlé, et le président du Rwanda, qui venait de lui rendre visite, concernant la République démocratique du Congo. Sans que nous le sachions, nous, République démocratique du Congo. Et à aucun moment il n'a cité la République démocratique du Congo autrement que comme objet de ces discussions qui auraient lieu entre lui, le président du Rwanda et le président d'Angola. Mais il s'agit de la République démocratique du Congo. Pays souverain comme la France, comme le Rwanda, comme la République d'Angola. Donc nous avons posé la question de savoir comment il peut se faire qu'on puisse parler de la République démocratique du Congo sans la République démocratique du Congo. Nous attendons la réponse. Ne brûlons pas les étapes. Lorsque la réponse viendra, si elle n'est pas satisfaisante, soyez certains que nous en tirerons toutes les conséquences. Donc nous ne sommes pas fâchés, nous avons posé une question, et vous avez le droit de savoir que cette question, nous l'avons posée en fonction de l'expérience que nous avons vécue. Parce qu'on a pris l'habitude de s'occuper de nous à notre insu, de vouloir faire notre bonheur sans nous. Et ça ne peut pas continuer. Parce que nous avons vécu cela depuis des dizaines d'années et ça ne nous a jamais porté bonheur. Et nous voulons donc préserver nos intérêts. Personne n'a le droit de parler de nous sans nous. Personne n'a le droit d'envisager des solutions aux problèmes qui sont les nôtres sans nous. Nous sommes les premiers concernés et nous sommes même les seuls concernés. On peut nous aider, on peut nous accompagner à résoudre les problèmes ou à appliquer des solutions que nous voulons appliquer à nos problèmes. On ne peut pas décider en notre lieu et place. Et nous avons donc voulu comprendre. Peut-être que nous nous sommes trompés. J'ai dit, plaise à Dieu que nous nous soyons trompés. Nous verrons bien quelle réponse viendra de Paris, de Kigali et de Luanda. Mais jusque-là, nous ne sommes fâchés contre personne. Lorsque la réponse viendra, il sera temps de nous faire une idée et de prendre toutes les dispositions idoines par rapport à la réponse que nous recevons. Parler de troisième mandat, c'est le deuxième aspect de votre question. Je ne sais pas si la question vaut la peine même qu'on la débatte. Vous avez parlé du Congo-Brazzaville. Nous sommes la République démocratique du Congo. Vous avez parlé du Rwanda. Nous sommes la République démocratique du Congo. À ma connaissance, je n'ai pas, moi, été informé de l'existence d'un projet de réviser la Constitution de la République démocratique du Congo. Tout se passe
en République démocratique du Congo, conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. Alors vous dites que la majorité présidentielle pourrait être tentée de forcer le passage, mais vers où? Le passage que nous voulons forcer, c'est le passage vers des élections qui sont conformes aux normes prévues dans la Constitution et les lois que le peuple congolais s'est données. Point barre. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Donc tout le reste n'est que procès d'intention, tout le reste n'est que commentaire complètement hors contexte, parce que le contexte, c'est la République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante est même allée plus loin que ce qu'on lui demandait en obtenant qu'il y ait un audit électoral par un organe autre qu'elle-même, puisqu'elle est indépendante, mais elle a accepté que l'Organisation internationale de la francophonie vienne auditer son fichier, et les résultats vous sont connus. Quant aux conclusions de cet audit qui a été fait par l'OIF, le fichier a été, la majorité irait. Nous nous préparons pour aller aux élections à la date du 23 décembre 2018. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Vous parlez du Congo-Brazzaville, vous parlez du Rwanda, mais nous sommes au Congo. Ce que vous avez appelé la famine dans le Kasaï, je voudrais vous inviter à un peu plus de prudence. Nous avons vu des chiffres alarmants. 770 000 enfants qui seraient en train de mourir de faim. J'ai fait le Kasaï à 3 reprises au cours des 3 derniers mois. Donc chaque mois, je vais au Kasaï. Et le mois prochain, j'y serai encore. Et même le Kasaï qui a été perturbé, je le visite. Non, vous n'avez pas raison de dire qu'il y a une situation là qui est tellement alarmante, telle que certains observateurs ou certains chroniqueurs sont en train de la décrire. Nous considérons ces exagérations plutôt comme des justifications de ceux qui veulent en quelque sorte rationaliser leurs ingérences, leurs habitudes à s'ingérer dans les affaires congolaises. Les 100 millions ont été mis à disposition en raison de 10 millions par exercice mensuel, et le gouvernement fait sa part. Nous aimerions que ceux qui débordent d'amour pour nous en fassent autant, parce que jusque-là, c'est plus des déclarations que nous enregistrons que des moyens. Heureusement que nos finances publiques se portent un peu mieux et que nous pouvons mettre à disposition, même mensuellement, ces 10 millions-là sur les 100 que nous avons prévus pour venir en aide à nos compatriotes qui sont en train de revenir, soit des lieux où ils ont été en déplacement, soit des pays où ils ont été réfugiés suite à cette offensive terroriste qui a failli terrasser la partie centrale de notre pays. Frère Alain, sur la possibilité d'un passage en force, vous nous dites que ce sont des spéculations, que la Constitution sera respectée. J'aimerais savoir alors pourquoi a-t-on entendu Emmanuel Shadary assurer que le président Kabila resterait président? Dans votre lecture, est-il possible qu'avec l'actuelle Constitution, Joseph Kabila se représente? Pensez-vous qu'il y a une jurisprudence en ce sens? Et enfin, sur un autre sujet, n'êtes-vous pas inquiet que selon l'OIF, plus de 16% des électeurs enregistrés l'aient été sans empreinte digitale et qu'à ce jour, l'OIF ne puisse pas exclure qu'il s'agisse de 16,6% d'électeurs fictifs? Avant les élections, Joseph Kabila est chef de la majorité présidentielle. C'est une famille politique qui s'appelle ainsi, la majorité présidentielle. Pendant les élections, Joseph Kabila sera le chef de la majorité présidentielle. Et puisque nous avons l'intention de gagner les élections, après les élections, Joseph Kabila sera le chef de la majorité présidentielle. Il y en a à qui cela donne de l'urticaire, mais ce sera comme ça, selon notre conviction. Donc, il n'y a rien d'anticonstitutionnel à cela. Donc, je ne pense pas qu'il ait parlé d'une révision constitutionnelle. Donc, il faut faire la part des choses. Chef de la majorité présidentielle, je ne pense pas qu'une disposition constitutionnelle empêche
à quelqu'un de l'être parce qu'il a été président de la République. J'espère que vous me comprenez très bien. Il est le chef de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, lorsque nous irons aux élections, ce sera lui le chef de la majorité présidentielle. C'est lui qui va nous mener vers la bataille électorale. Et après cette bataille électorale, puisque nous entendons la gagner, puisque nous ne voyons pas ce que nous avons en face de nous font comme effort pour la gagner, à moins qu'on ne modifie la Constitution pour que les votes se fassent dans les studios de vos radios périphériques ou dans vos chancelleries, ou dans vos capitales, à Paris, à Bruxelles. Si c'est vraiment dans nos villages, dans nos villes, à l'intérieur du Congo, c'est nous qui allons gagner ces élections. Donc il y a des chances que Joseph Kabila soit toujours le chef de la majorité présidentielle, n'en déplaise à ceux qui le détestent, parce qu'il a donné de la fierté à ce peuple, parce qu'il défend les intérêts de ce peuple. Je pense que c'est ce que M. Chadari a dit, et que moi je vous confirme aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas, on ne peut pas, il n'y a pas 36 façons de gagner une élection, sinon que de la préparer. Or, finalement, il n'y a que la famille politique de Joseph Kabila qui prépare les élections. Les autres sont en train de préparer des contestations. Ils ne préparent pas les élections. À moins que vous les ayez vus dans la masse en train de faire un effort pour gagner les élections. Quant aux 16% de personnes dont les traces, dont les empreintes digitales seraient invisibles, j'ai lu, moi, un rapport d'un expert de la Ligue nationale pour les élections indépendantes et transparentes, l'INELIT, je crois, qui contredit ce que vous dites. La loi n'exige pas nécessairement que les empreintes digitales soient à 100% présentes pour que le fichier électoral soit déclaré valide. Pas du tout. Ce sont les photos qui permettent aux membres d'un bureau électoral d'identifier l'électeur. On a effectivement un problème dysfonctionnel sur lequel la Commission doit enquêter. Je vous suggère de poser la question à la Commission, de 16,6%. Il est possible que ce soit un problème technique, il est possible que ce soit un problème dû à la fraude, nous n'en savons rien, ni vous ni moi, mais le fait qu'il y ait 16,6% de personnes dont les empreintes digitales ne sont pas visibles n'invalide pas le fichier électoral au terme de la loi congolaise. Donc le fichier est valable en dépit de ce problème avec 16,6% d'empreintes digitales non visibles. Mais la Commission s'est engagée à diligenter une enquête pour comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 16,6% d'empreintes. Mais ces gens dénués d'empreintes ont des photographies, on les voit, ce sont des personnes. Ceux qui estiment que ce problème pourrait permettre certaines manipulations auront des témoins dans les bureaux de vote. Ces gens qui vont venir sont photographiés. On va afficher les photos de tous les électeurs dans chaque bureau de vote. Je pense que c'est cette semaine que cette opération doit avoir lieu. Donc, et ceux qui ont les empreintes, les plus de 70%, et ceux qui n'ont pas d'empreintes, on va afficher, ce sera visible. Je pense qu'il est plus facile pour un Congolais lambda de découvrir si M. X ou Y existe comme électeur en voyant ou en ne voyant pas sa photo, plutôt que par les empreintes digitales. Les empreintes digitales, c'est vraiment une technologie très poussée. C'est pour des gens qui, comme moi, avons étudié la criminologie et sont équipés. Il faut être équipé dans un laboratoire pour savoir comment lire une empreinte digitale. Mais une photo, c'est à la disposition de tout le monde. C'est pourquoi on a mis ensemble cette superposition de précautions pour rendre fiables les élections. Donc, l'absence d'empreinte digitale n'a aucun impact en termes de validation du fichier électoral. Le fichier électoral est valide en dépit de l'absence de ces 16,6% d'empreintes digitales qui n'existent pas, mais la Commission va nous dire
comment il se fait qu'il y ait 16,6% d'empreintes digitales qui n'existent pas. Je ne sais pas combien de pays au monde font appel à cette technologie-là avec empreintes digitales et tout ça. Je crois qu'il y a eu excès de précaution du législateur congolais, mais soit, travaillons, vivons avec ça. Donc nous allons attendre le rapport de la commission. Et s'il y a un problème, il sera toujours temps de le porter à la connaissance de la commission. Et si le résultat que la commission va donner à cette information n'est pas satisfaisant, la Cour constitutionnelle est là pour invalider toute décision que la commission pourrait prendre sur base d'un tel fichier, parce qu'il y aurait 16,6% d'empreintes digitales qui manquent. Donc on ne doit pas se comporter comme si au-dessus de la CENI, il n'y a rien. Non, au-dessus de la CENI, pour les élections locales, il y a déjà les tribunaux locaux. Pour les législatives, il y a un autre ordre judiciaire. Pour la présidentielle, il y a la Cour constitutionnelle. Donc la CENI n'est pas une sorte de deus ex machina qui fait ce qu'elle veut. On peut aussi remettre en cause le travail de la CENI devant ces instances judiciaires. C'est pour cela qu'elles existent.